Alors, nouvelle vidéo sur la chaîne, petit format un peu plus détente. Alors, on va parler un peu aujourd'hui parce que j'ai vu que vous m'avez posé pas mal de questions sur YouTube, donc je vais vous répondre. Alors, première question. Bonjour, je dois choisir l'école de licence CCA pour 2023. Pouvez-vous me noter l'école de votre parcours SVP? Alors, moi, ce que j'ai fait, j'ai eu un parcours un peu, j'aime bien dire, ascendant. J'ai commencé par une terminale STMG et à ce moment-là, j'ai eu un sursaut d'orgueil. Je voyais tous les gens avec qui j'avais grandi finalement qui sont passés en général et moi qui me retrouve dans STMG. Même si j'aimais bien, parce qu'il y avait beaucoup de comptabilité à l'époque, j'aimais bien ça. J'ai vraiment eu cette envie, tu vois, de rattraper un peu le coup. Donc j'ai fait le mieux que je pouvais faire après un bac STMG. Donc c'était le meilleur BTS à l'époque, c'était le BTS qui s'appelle comptabilité et gestion des organisations, donc CGO. C'est vraiment un BTS très technique, hein, très axé comptabilité, etc. Comptabilité, contrôle de gestion. Et après ça, j'ai candidaté à un programme dans une licence CCA à l'IAE Gustave Eiffel à l'époque, ça s'appelle maintenant Paris-Est, Sacré-Créteil. Et après, je suis allé à Neoma, en école de commerce à Rouen. Neoma, c'est une école qui est classée dans le top 10, 7e plus ou moins. Et je suis parti dans le parcours CCA, justement, audit expertise comptable, avec des équivalences du DSCG. Ce que je note sur mon parcours, franchement, pour moi, c'est que si c'était à refaire, franchement, je passerais par la voie royale, à mon avis. On va dire, si vous visez des écoles du top 20, du top 10, du top 20, ça vous posera pas forcément de problème, mais par contre si vous visez les meilleures écoles en France, les parisiennes par exemple, ou même Sciences Po ou autre, c'est sûr que il faut passer par un bac général, il faut passer par une prépa. Donc voilà, moi si je devais refaire les choses, j'aime bien me demander comment je ferais les choses si j'avais le niveau de connaissance que j'ai aujourd'hui. C'est ouais, je passerais par un bac S et puis j'irais en prépa et puis je viserais le maximum, enfin les meilleures écoles pour réussir quoi. Ce que j'ai bien aimé avec mon parcours, pour moi, c'était le côté où j'alliais l'aspect technique vraiment poussé, comptabilité, finance que j'avais du coup en BTS et en licence, et l'aspect plus communication, plus bullshit qu'on peut retrouver en école de commerce, parce que du coup dans le monde professionnel les deux sont importants. Les gens qui ont fait par exemple des DSCG ou qui ont fait des formations très techniques, ils se rendent pas compte de l'importance de maîtriser le reste, et les gens qui ont fait des formations en école de commerce, souvent ils réussissent, j'estime, à remonter le pas au niveau de la technicité, parce qu'en vrai la majorité des choses que vous apprenez, vous les apprenez sur le tas. Donc voilà un peu ce que je dirais sur mon parcours. Mais ouais, l'accès à l'information c'est important, donc renseignez-vous bien avant de choisir votre école, et puis aussi quand vous choisissez votre école de commerce notamment, faites attention au classement, n'allez pas chez Voleur par exemple. Faites vraiment attention au classement, allez voir les classements, je vais vous mettre quelques liens un peu à droite et à gauche pour vous donner ce que je vous conseille, mais le meilleur classement que vous pouvez regarder pour les écoles de commerce, c'est le classement qui s'appelle SIGEM. En gros, l'idée c'est que les prépas qui ont le choix entre 5 écoles, on va leur demander quel choix ils ont fait, et en fonction de ça, ça va classer les écoles. Donc franchement, c'est le plus propre, c'est le plus représentatif. Et il y a aussi un classement de Monsieur École de Commerce, qui est un institut de formation que j'avais suivi à l'époque aussi, qui fait un peu la synthèse, c'est un peu un classement méta, ça fait la synthèse de tous les classements. Par rapport aux licences, tout ce qui est CCA, en IAE ou en université, il y a un site qui s'appelle Meilleure Université, je vous mettrai le lien aussi, mais en gros les meilleures formations que vous avez en France par rapport à ça, c'est en top 1 Dauphine, en top 2 Sorbonne, en top 3 justement la licence que j'avais fait Gustave Eiffel à Créteil. Alors j'avais une autre vidéo, d'ailleurs je vous mets un peu les vidéos qui ont suscité les questions. Bonjour, superbe vidéo, merci, j'aurais besoin de quelques conseils sur l'entretien pour un BIC si vous êtes dispo. Donc j'avais répondu, mais là je voulais juste vous donner les conseils que j'avais à donner génériquement par rapport aux entretiens. Premier conseil, le plus important, prenez ayez le courage de contacter des personnes qui travaillent dans les cabinets qui vous intéressent. Vous allez sur LinkedIn, vous utilisez les filtres, vous filtrez sur le cabinet pour lequel vous candidatez, et puis surtout pour votre école. La personne aura plus envie, si vous voulez, de prendre le temps de vous répondre. Donc filtrez sur ça, envoyez-leur un petit message. Moi j'avais l'habitude de dire bonjour X, j'ai un entretien avec Y demain, est-ce que tu serais disponible aujourd'hui pour un entretien téléphonique de 5 à 10 minutes. Le plus important quand vous faites ça, c'est vraiment de solliciter un entretien téléphonique et pas autre chose, parce que certaines choses qui se disent que par téléphone. Donc moi, quand je faisais cette méthode-là, j'étais assez surpris, j'avais un peu une trame d'entretien, et j'étais un peu surpris parce que je leur disais un entretien de 5 à 10 minutes, et moi j'essayais de faire court, mais en fait, je me suis rendu compte d'un truc qui est tout bête. Réfléchissez sincèrement à, pour vous, quelle est la meilleure discussion que vous avez eue, par exemple, ces 3 dernières semaines. Je peux me tromper, mais il y a de grandes chances que la discussion préférée que vous avez eue, et que plus généralement, les discussions qu'on aime bien avoir, sont les discussions où on parle beaucoup de nous. En fait, l'être humain, il aime bien parler de soi, parce que c'est un peu comme une fenêtre, vous invitez quelqu'un à rentrer dans votre monde. Donc, quand vous posez des questions, un junior, par exemple, qui fait les mêmes choses plus ou moins pendant 1 ou 2 ans, forcément,
cette personne aura envie de partager son quotidien, tu vois. C'est aussi, moi, ce que je vous conseille, c'est de cibler des juniors ou des stagiaires, même si c'est pas eux qui auront les meilleures informations, c'est eux qui sont le plus disponibles, et puis c'est flatteur pour eux d'avoir quelqu'un de son école qui vient les solliciter. Donc, faites ça, posez-leur des questions. Moi, j'avais eu des informations que j'étais même pas censé avoir. Par exemple, à l'époque, je candidatais pour un cabinet du top 10 qui est à Neuilly, et que j'ai fini par avoir aussi. Et par exemple, je savais à quel étage était le service audit, dans quel département. Je connaissais le nom des BU, des secteurs. Je connaissais le nom des clients. Je connaissais même le nom des outils. Alors que c'est un truc qui est pas de sous-public. Et aussi, le plus important, c'est que en faire ça vous permet de répondre à la fameuse question, pourquoi notre cabinet est pas en concurrent. Tu vois, quand vous candidatez à des cabinets du Big Four, ça peut être difficile de répondre à pourquoi X et pas Y. Parce que de l'extérieur, ils se ressemblent tous. Même de l'intérieur, en vrai, ils sont très similaires en soi. Donc, pour vraiment avoir les meilleures informations et passer au-dessus de tous ceux qui racontent du bullshit en disant, moi, écoutez, je suis motivé parce que justement, je sais que vous avez 40 bureaux en France et que vous faites 1,5 milliard de chiffre d'affaires. Mais en fait, ça, tout le monde s'en fout de ça. Vous allez pas me dire que vous décidez de rentrer dans tel cabinet parce que vous savez qu'ils ont 40 bureaux ou qu'ils font tant de chiffre d'affaires dans France ou dans le monde. Tout le monde s'en fout de ça. Certains disent aussi, par exemple, parce que je sais que vous accompagnez bien, que vous avez une belle perspective d'évolution. Ce qui s'est passé pour moi, c'est que à l'époque, j'avais un entretien dans un cabinet dans le Big Four parisien à la Défense. Je suis allé, j'étais très sûr de moi, je m'étais acheté un nouveau costume, j'avais du gros charisme dans les oreilles. J'étais vraiment en termes de confiance, j'étais où il fallait être, ni trop ni pas assez, j'étais vraiment où il fallait être. Sauf que je suis tombé face à un gars qui était très problématique, et après l'entretien j'ai vite compris pourquoi, parce qu'en fait il avait un parcours ingé, et les ingés on les bullshit pas comme on bullshitterait des gens qui viennent d'école de commerce. Donc il me demandait pourquoi nous et pas un autre. Et moi j'avais sorti tout le bullshit que j'avais préparé par rapport au nombre de bureaux, au chiffre d'affaires, pour montrer que je connaissais. J'avais sorti des faits d'actualité, puisque je m'étais renseigné sur Google Actualité aussi. J'avais vraiment fait mon travail de préparation bien approfondi, mais il m'a dit, mais tout ce que tu m'as dit, t'aurais pu le dire pour mon concurrent. Donc vraiment, c'est très important de faire ça. Ça, c'est mon conseil numéro 1 que je donne à toutes les personnes qui souhaitent, qui ont un entretien dans un Big Four ou dans un tout autre cabinet, peu importe le cabinet en fait, peu importe la taille, peu importe l'entreprise même, prenez le temps de parler à des personnes qui y travaillent. Donc nouvelle question. Bonjour Dylan, merci pour cette vidéo. Je suis diplômé novembre 22 et j'aimerais savoir STP si j'ai une préparation quelconque à faire en perso avant la rentrée. Après, il expliquait que ses amis lui disaient qu'il fallait pas se prendre la tête, etc. et qu'il voulait préparer au mieux sa rentrée. Alors, oui, il y a des choses qu'il faut maîtriser. Je vais pas tout vous faire, je vous mets peut-être en description un lien que vous allez pouvoir télécharger qui va vous renvoyer vers tout ce qu'il faut maîtriser en comptabilité et en audit financier avant de mettre les pieds, et même avant de candidater, avant de passer en entretien, parce que vous allez tester techniquement aussi en entretien. En comptabilité, il faut maîtriser tous les mécanismes de base, donc les écritures d'achat, les écritures d'immobilisation, les écritures de vente, d'encaissement. Il faut maîtriser tout ça. Il faut maîtriser aussi le mécanisme de la TVA, comprendre que la TVA, c'est pas quelque chose que vous payez, mais que vous devez juste collecter pour reverser à l'État. Vous devez aussi, le plus important d'ailleurs, je dirais, c'est ça, c'est bien assimiler les états financiers. En gros, en audit financier, on certifie les états financiers qui sont composés du bilan, du compte de résultat des annexes. Et c'est important, avant de revenir à l'entretien, que vous sachiez à quoi ça ressemble et de quoi c'est composé. Donc, les différents postes en fait des états financiers, c'est ce que je vous conseille aussi de maîtriser personnellement. Pour l'audit, je vous conseille de maîtriser l'approche générale. J'en ai fait des vidéos par rapport à ça. Je vous conseille de maîtriser l'approche par rapport au seuil. Je vous conseille de maîtriser tout ce qui est le cadre conceptuel, le fait de comprendre que l'audit c'est régi par des normes qu'on appelle les NEP, les normes d'exercice professionnel, qui sont établies elles-mêmes par la CNCC, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Je vous conseille de maîtriser la phrase typique de qu'est-ce que l'audit financier. Quand on vous demande en entretien qu'est-ce que l'audit financier, vous devez sortir la phrase et montrer que vous comprenez. Si vous sortez une phrase qui est approximative, ça va se sentir. La phrase, c'est l'audit financier, c'est de certifier que les états financiers qui sont composés du bilan, du compte de résultats et des annexes ne contiennent pas d'anomalies significatives. Autre question de Choose. Avec du recul, que penses-tu de ton choix d'avoir contracté un prêt pour ton école de commerce? Est-ce que c'était rentable et pourquoi ne pas avoir choisi l'alternance qui t'aurait évité le paiement du Master 2? Moi, je suis arrivé à Neoma en 2018, je m'étais dit bon, j'allais décrocher mon Big Four en alternance en septembre pour commencer en octobre-novembre et puis tout allait rouler quoi. J'allais rien payer et puis je serais payé, etc. Il s'avère que l'alternance est hyper difficile à trouver et à l'époque, ce qu'il faut comprendre, c'est que les Big Four recrutent 9 à 12 mois à l'avance. Donc je peux vous dire que quand vous rentrez en septembre et que vous espérez être pris en octobre-novembre, bah c'est mort parce que toutes les personnes qui sont prises avaient déjà candidaté un an à l'avance. Donc en fait, c'est sûr que l'alternance en fait c'est le meilleur plan. Moi j'avais voulu faire une alternance aussi, mais j'ai pas pu la faire. Le truc c'est que moi j'avais un objectif qui était de faire un Big Four coûte que coûte, et
je voulais être sûr que chacune de mes expériences me permettrait de me rapprocher d'un Big Four. J'ai commencé par un cabinet en Master 1 de taille moyenne, et si j'avais fait une alternance chez eux, j'aurais pas pu grimper, parce que après ce cabinet-là, moi je suis allé dans un cabinet du top 10 en audit financier. Si j'avais une alternance, j'aurais été bloqué pendant 2 ans avec la même boîte, et j'aurais pas eu cet effet d'échelle où je me serais rapproché de plus en plus vers le Big Four. Donc ça, c'est à prendre en compte. Après, ça vaut pas forcément le prix de l'école. Moi, le plan, ça m'a coûté 30 000 euros sur 2 ans au total. Est-ce que je regrette? Sincèrement, non, parce que j'avais un objectif et finalement il est accompli, donc à aucun moment je regrette. Mais si je devais refaire les choses, je pense que j'insisterais plus en fait pour avoir l'alternance de mes rêves dès le début, parce que c'est vrai que ça fait beaucoup de choses, beaucoup de différences. Moi, j'ai fait un emprunt que je rembourse toujours. L'emprunt il se fait sur 5 ans, et je paye plus ou moins 500 euros par mois. Donc voilà. Et je dirais l'alternance est vraiment le meilleur plan. Après, le truc aussi, c'est que certains se demandent aussi s'il faut pas aller en université ou en IAE. Le problème, c'est que les IAE sont moins bien reconnus en fait sur le marché, à part peut-être Dauphine, que les écoles de commerce, on va pas se mentir, et qu'à niveau de sélectivité égale, c'est mieux d'aller en école de commerce qui est plus reconnue. Puis avec le temps, je me suis rendu compte, je dis pas que c'est bien, mais que dans le monde professionnel, on se renifle tous un peu par l'école. Quand vous rencontrez quelqu'un dans le monde pro en cabinet, par exemple, la première question qu'on va vous poser, c'est d'où tu viens, quelle école t'as fait. C'est en France, c'est comme ça. C'est pas forcément pareil partout, c'est pas pareil au Luxembourg, mais en France, c'est comme ça. Donc faut aussi faire. Ça dépend de qui vous êtes. Moi, je sais qu'avec la personnalité que j'avais, le fait que j'ai vraiment eu l'ambition d'obtenir le plus possible avec mon parcours aussi précédent, le fait d'avoir fait terminal SMG, etc. C'est un choix que je regrette surtout pas, parce que ça m'a permis un peu de grimper, quoi, tout simplement. Donc, nouvelle question. Tes vidéos sont vraiment magnifiques, j'aime beaucoup. Merci. Aimerais-tu un jour devenir commissaire aux comptes? Parce qu'il me semble que c'est le summum de cette branche. Un commissaire aux comptes, c'est quoi? C'est un peu un auditeur expert. Pour être auditeur financier, vous devez avoir un master, bac plus 5. Pour être commissaire aux comptes, vous devez passer un bac plus 8, c'est plus ou moins l'équivalent de doctorat, mais ça porte pas le nom de doctorat, c'est plus ou moins un doctorat. Que vous passez du coup, vous passez les 50 ans de master, plus 3 ans en cabinet, supervisé par un expert comptable en commissaire aux comptes, et ça vous permet finalement de signer les comptes quand vous faites l'audit financier. Ce que j'avais fait, c'est que avec la formation que j'ai eue dans mon école de commerce, j'avais des équivalences pour le DSCG qui est un diplôme intermédiaire, mais j'ai décidé d'arrêter parce que justement moi je veux entreprendre, et j'ai compris que ça m'apporterait pas grand chose d'aller au bout du diplôme de CAC. Voilà, j'ai quand même le sentiment que c'est un raisonnement personnel, mais qu'on est beaucoup à chercher un peu la sécurité à tout prix. Par exemple, j'ai eu des gens qui à l'époque voulaient entreprendre, et quand je leur demandais si tu sais que tu veux entreprendre, pourquoi est-ce que tu veux aller au bout du DEC? Et ils me disaient oui, mais par exemple ça peut être rassurant pour les banques de savoir que j'ai le DEC, mais pour moi ça n'a aucun sens, dans le sens où si tu crées un business, le plus important, pour devenir forgeron, il faut forger. Tu vas pas faire de la menuiserie en te disant que du coup ça va t'aider à devenir forgeron parce que tu vas apprendre à le... Non. Il faut vraiment, je pense, moi le conseil que j'ai à vous donner, c'est ne pas trop chercher la sécurité. Il faut avoir un minimum de sécurité, mais j'estime qu'à partir du moment où vous êtes diplômé dans le master d'une école de commerce, il y a quand même un moment où il faut vous demander qu'est-ce que je veux vraiment faire de ma vie. Et si vous vous rendez compte que vous mettez le pas vers quelque chose qui s'en éloigne, faites attention, parce que à force de trop chercher la sécurité, vous allez l'obtenir et ça va être difficile de prendre des risques. Moi j'ai quelques années du coup maintenant derrière moi en audit financier, je vois les salaires qui grimpent, je vois mon niveau de vie qui augmente, j'ai accès à des choses auxquelles j'avais pas forcément accès avant, et tout ça c'est bien, mais vu que mon gut feeling c'est vraiment d'entreprendre, c'est un peu une sécurité factice qui m'est proposée, et plus le temps passe et plus c'est difficile, si vous voulez, quand vous gagnez bien votre vie, de partir de zéro, de pas avoir de salaire pendant un certain temps. Vous voyez ce que je veux dire. Ça, c'était un message un peu en aparté. Maintenant, au sujet du DEC, pour moi, toutes les personnes qui veulent continuer, qui savent qu'ils veulent devenir, par exemple, partenaire associé en audit, en comptabilité, franchement, aller vers le DEC, les yeux fermés, ça vaut largement le coup. Si vous voulez même continuer en finance, par exemple, en direction financière, en contrôle de gestion ou autre, foncez vers le DEC, vous ne prendrez jamais, vous le regrettez pas en fait. C'est un diplôme qui est reconnu en cabinet, en entreprise, donc franchement, foncez-y les yeux fermés. Là, je vais lire un message qui était l'un des messages qui m'a fait le plus plaisir depuis que j'ai commencé la chaîne. Alors, c'était donc quelqu'un qui dit: je me rappelle après avoir vu cette vidéo, je me suis directement inscrit au concours aux écoles de commerce sans réelle confiance en moi. Je ne m'attendais à rien. Aujourd'hui, les résultats sont tombés et je suis admis à Neoma. Sans toi, ça n'aurait pas été le cas, alors merci beaucoup. Franchement, j'ai répondu à ce message-là parce qu'il m'a fait vraiment sincèrement beaucoup plaisir. Et rien à voir, mais je vous ai dit que c'est une vidéo un peu particulière, un peu moins scriptée. Peut-être que certains d'entre vous connaissent le concept d'effet papillon, l'idée que le battement d'aile d'un papillon peut entraîner une tornade, un séisme, une tornade à l'autre bout du monde. En fait, ça m'a fait penser à ça. Il y a des moments où je me demande à quel point des petits événements dans notre vie peuvent avoir un impact.
par exemple, je sais pas, le choix d'une école que vous allez avoir, on peut se dire, tiens, ça va juste limiter en fait le choix de l'entreprise dans laquelle vous allez commencer, mais finalement, vu que tout a un effet boule de neige, un effet papillon, ça fait que vous faites une école spécifique, peut-être que vous allez trouver un autre métier que vous n'aurez pas forcément trouvé avec avec notre école, donc vous allez rencontrer des gens différents, donc votre cercle d'amis serait différent, peut-être votre compagne ou la personne avec qui vous allez vivre va être différent, vous allez avoir des enfants qui sont différents. En fait, c'est un truc qui peut durer comme ça pendant 15 siècles en fait. Ce que je veux dire, c'est que des petits événements, je me demande vraiment à quel point ça fait du sens, parce qu'il y a des petits événements qui peuvent être très minimes, mais qui peuvent avoir une conséquence finalement dans notre vie qui peut être phénoménale. Donc ça me fait vraiment beaucoup réfléchir. Alors, un autre message. Bonjour Dylan, merci pour tes conseils. J'ai découvert ta chaîne il y a très peu. J'ai réussi à obtenir un stage que je débute dans 2 semaines. Est-ce qu'il peut arriver qu'on réussisse pas son stage? Quelle est la probabilité d'échouer son stage selon votre expérience? 5% d'échouer son stage, ou même je dirais plus globalement, 5% d'échouer par exemple sa période d'essai, ça peut être un peu plus critique. Disons que ce qui se passe, c'est que vous avez des évaluations en fait à la fin de chacune de vos missions. Si vous avez des missions d'une semaine, vous aurez des évaluations toutes les semaines. Et à la fin de votre stage ou de votre période d'essai, on va faire une table ronde avec tous les managers, tous les associés. On va se réunir et puis on va dire tiens Dylan il a bien bossé sur ce job, ou ça s'est un peu moins bien passé sur l'autre job. C'est vrai que pour les stages et pour les périodes d'essai, on attend quand même à ce que la grosse majorité des évaluations, peut-être 70% des évaluations sont positives. Si vous sentez que vous n'avez pas assez d'évaluations bonnes et que vous avez que c'est un peu mitigé, que c'est 50-50, ça sent pas bon, parce qu'en général, ça va pas passer. Je parle des Big Four, dans les autres cabinets, je sais pas vraiment, mais en tout cas, c'est comme ça chez nous, quoi. Donc là, le conseil que j'ai à vous donner, moi, c'est premièrement, demander des feedbacks régulièrement. Quand vous travaillez sur une mission d'1 semaine, demandez des feedbacks au bout de 2 jours. Si vous travaillez sur des missions de 2 semaines, demandez des feedbacks au bout d'1 semaine. L'idée, c'est quoi? C'est de demander des feedbacks à mi-parcours, parce que si vous demandez un feedback que après que la mission soit finie, c'est impossible de rectifier le tir. Vous pensez avoir bien fait, mais si vous ne demandez pas à la personne, à votre senior, de verbaliser votre performance, vous n'aurez aucune idée de comment vous êtes vraiment débrouillé. Donc c'est hyper important de demander des feedbacks régulièrement. Deuxième conseil, c'est un peu plus un conseil de gelou, on va dire, c'est que moi, je me suis rendu compte quand même que la première impression, elle est hyper importante. Donc avec le temps, ce qui est particulier en cabinet, c'est que vous rencontrez différentes personnes, peut-être des dizaines et des dizaines de personnes par saison. Et je me suis vraiment rendu compte que les premières impressions étaient bonnes. Donc, première impression, c'est pas forcément que les premières secondes, même si ça compte aussi. Mais je dirais la première fois où on évalue votre travail, c'est important. Donc, ma strat, et que je vous conseille d'avoir, c'est vraiment de faire du zèle quand vous travaillez pour la première fois avec quelqu'un. Vous montez à 120 à 130% de vos capacités. Parce que si vous réussissez à avoir la confiance de cette personne-là, et que vous la détruisez pas derrière, même si vous avez une petite baisse de performance après cette première impression, elle sera pas perçue immédiatement, où on va se dire tiens, c'est pas forcément de sa faute, c'est parce que on lui a mal expliqué ou parce que le client n'était pas clair, etc. Alors que si vous faites une première impression qui est bancale, par le futur, la première réflexion que votre senior va avoir quand il va y avoir un problème, c'est que c'est de votre faute en fait. C'est un raisonnement qui est humain. Je dis pas que c'est bien ou que c'est mal, je dis juste qu'il faut en avoir conscience. Et donc moi personnellement, que ce soit en cabinet, mais même dans ma vie de tous les jours, je sais pertinemment que quand je rencontre une personne pour la première fois, je dois me préparer plus que généralement. Donc concrètement, moi, quand c'est des jobs, par exemple, j'arrive quand j'arrive sur un nouveau dossier, je prends le temps, avant d'arriver sur le dossier, de passer peut-être 30, 45 minutes, 1 heure à préparer, à rentrer dans les travaux, à voir, etc. Parce que souvent, par exemple, ça surprend les gens, que je sache un peu des détails du dossier, alors que j'ai pas commencé à travailler dessus, parce que du coup, j'ai pris le temps de me renseigner en avant. Donc vraiment, moi, je fais tout, on va dire. Je concentre vraiment mes efforts, mais c'est très réfléchi. Je concentre mes efforts, je me dis, tiens, cette personne-là, il faut que je lui tape dans l'œil. Donc, il faut vraiment que je sois carré le premier jour, première fois que je bosse avec elle. Comme ça, j'ai sa confiance. Et puis après, j'ai plus qu'à maintenir sa confiance et pour qu'on avance main dans la main, quoi. Alors, nouvelle question. Salut Dylan, je voulais savoir si tu penses que quelqu'un venant d'école de commerce, dans un monde parallèle où celui-ci décrocherait ses yeux restant au DSCG, a la technicité requise pour commencer son stage d'expertise comptable en vue d'obtenir le DEC. Bien sûr, le DSCG, c'est plus technique que le DEC. Le DSCG, ça requiert beaucoup plus de préparation, de révision que le DEC. Le DEC, c'est plus une course d'endurance, où l'enjeu du DEC, en fait, si tu veux, c'est d'être capable de tenir pendant 3 ans, le rythme du cabinet, plus le rythme des révisions. Donc, si tu réussis déjà à avoir le DSCG, techniquement, c'est que tu es au niveau, parce que même quand tu fais une école de commerce, les 2 yeux qui te seront jamais validés par équivalence, c'est les 2 yeux les plus techniques, comptabilité et droit. Prochain message, que conseillerais-tu comme parcours après un BTS comptabilité et gestion et un niveau moyen mais nul en compta, mais plus fort en contrôle de gestion et en finance,
dans le but de devenir auditeur ou autre dans la finance. C'est de viser le plus haut possible en termes de diplôme. Donc, comme j'ai fait, donc soit tu vas en IAE, soit tu vas en école de commerce. C'est ce que je conseillerais. L'école de commerce, ce qui est bien, c'est que, en fait, IAE, université, ça repose beaucoup sur ton dossier, donc sur tes notes. Donc, tu peux pas effacer ton niveau moyen. Si tu candidates, par exemple, à Dauphine, et que tu viens de BTSCG, que tu as un niveau moyen, tu seras jamais pris. École de commerce, la logique, c'est plus au niveau des concours. Si tu performes de fou malade pendant des concours, tu seras pris. C'est aussi simple que ça, à part pour les parisiennes et le top 5 des écoles de commerce. Pour toutes les autres, tout se base sur le concours, donc c'est du bachotage. Il faut passer des mois. Moi, j'ai pas passé assez de temps, malheureusement, parce que j'avais appris ça au dernier moment, mais j'ai passé 3 mois pour me préparer à Neoma. Si je savais, j'aurais fait plus pour essayer de décrocher plus haut. Mais ouais, c'est ça mon conseil. Alors, c'était tout pour cette vidéo. Moi, je vous invite à mettre en commentaire vos questions, parce que du coup, je les sélectionnerai pour une prochaine FAQ. Je finis par vous rappeler, du coup, qu'en description, je vais mettre un lien qui vous permettra d'avoir la liste des choses qu'il faut préparer avant de commencer l'audit financier, donc des choses techniques en comptabilité, en audit financier. Donc, si vous souhaitez y accéder, n'hésitez pas à cliquer sur le lien et à le télécharger. Et puis, je finis par vous rappeler que du coup, si vous recherchez un contrat en audit financier, avec ma structure, je suis là pour vous accompagner. Donc, n'hésitez pas à me contacter sur mon site que je mettrai aussi en description. Moi, je vous dis à très vite. Salut!